Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Tout le monde connaît un petit peu ce sujet, mais oui, en fait, quand tu es une petite fille, on te propose plus de jeux autour des services. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexia, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va super, et toi ? Bah ça va très bien. Écoute, là on est un charmant mercredi matin. J'ai un café pas loin et une super discussion qui s'annonce. Donc j'ai envie de te dire ce que demande le peuple. Hein. Trop cool. Super journée en revanche. Ouais, c'est vrai. Non, là la super journée. Si on regarde, on est en septembre fin septembre au moment où on enregistre. Il fait pas hyper beau, mais bon, on devrait y survivre. En tout cas, Alexia, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. C'est un understatement de dire à quel point je suis ravi qu'on puisse enregistrer cet épisode et à quel point je pense du bien de Female Agency. Ça, on en parlera juste après. Et vu que tu le feras certainement mieux que moi, j'aimerais beaucoup te laisser te présenter rapidement ainsi que Female Agency avant qu'on parle de ce dont on va parler. Ouais, merci à toi, merci pour ta confiance et pour ces gentils mots. Nous, alors, je vais parler de moi d'abord. Donc moi, je suis Alexia Books, mon nom de famille très compliqué se prononçant Books, et je suis la cofondatrice de A Female Agency que j'ai cofondée avec mon acolyte Sarah Huet. Moi, en 2 mots, j'ai un passé de CEO et de chasseur de tête, un duo gagnant. Et j'ai ensuite, moi, très rapidement eu un sujet sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, la féminisation des instances de direction et plus largement même des instances de gouvernance. C'est comme ça que j'ai choisi d'adresser ce métier de chasse de tête et qu'on a fondé. Je raconterai peut-être plus précisément l'histoire sur notre rencontre avec Sarah et ce qui nous a motivés, mais c'est sur ce constat-là qu'on a fondé A Female Agency. Et A Female Agency, pour te présenter le pitch en 2 mots, c'est un cabinet de recrutement et de services spécialisé dans les talents féminins à haut niveau. Notre métier, c'est donc de recruter des femmes, de les accompagner dans leur démarche et dans leur recherche de prochaine étape de carrière. Elles ont entre 7 et 20 ans d'expérience. Elles sont ou elles souhaitent rejoindre l'écosystème startup, scale-up, parce qu'aujourd'hui on parle plus simplement de startup, et sur tout type de métier. Donc on place des fonctions business, des fonctions tech. Voilà, il y a pas on est agnostique sur les métiers, même s'il y en a certains où il en manque plus que d'autres. Et donc c'est tout neuf, hein, Female Agency. Donc vous êtes toutes les deux rejoints. Quelqu'un vous a rejoint récemment, mais en tout cas on est au début de l'aventure. Et autant le dire dès maintenant, petit disclaimer, je ne suis pas quelqu'un d'objectif sur le travail de Sarah et Alexia, je suis hyper fan, donc soyez pas surpris si vous me voyez extrêmement enthousiaste pendant tout l'épisode. Si vous m'avez côtoyé par ailleurs à différents moments, vous savez que j'en parle assez souvent, et je vous expliquerai pourquoi je trouve ça extrêmement réjouissant. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être pas se tourner de la manière dont vous l'imaginez en lisant le titre de ce podcast, mais qui est le sujet quelque part de la féminisation des boards, des comex, des codir, bref, la place des femmes dans des fonctions de direction, de top management, de décision. Comment tu le présenterais ? Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, alors en réalité, là donc où il manque des femmes, c'est plutôt les fonctions de top manager, mais la définition elle est quand même assez large. Nous, ce qu'on adresse, c'est en fait, à partir du moment où tu es manager, les femmes disparaissent. Donc, disparaissent, en tout cas, diminuent. Et le chiffre un petit peu marquant, c'est vraiment chez les top managers qu'on appelle plutôt des VP et C-level, 18% de femmes top managers dans la tech. Et nous, c'est plutôt la définition qu'on en donne. Ça peut aller de manager à C-level en passant par du VP, du head of, et les niveaux sont assez larges, mais c'est des fonctions globalement managériales.
Hmm. Donc vous l'avez compris, on va passer un petit temps, mais pas long, je crois, sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, constat, etc. Parce que, Alexia, tu m'arrêtes, mais je ne suis pas certain que tu viennes en qualité de sociologue, donc je ne vais pas te mettre trop la pression là-dessus. Et on va surtout rentrer assez vite dans le comment. Qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, est-ce que c'est intéressant, etc. On est parti ? On est parti. Donc, promis, je reste pas trop longtemps là-dessus, mais je suis sûr que tu en sais plus que moi là-dessus. Tu parlais des chiffres. C'est quoi, à ta connaissance, les grands drivers qui font qu'on en arrive là? Donc là, 18% de femmes dans la tech à des positions dites top management, même si on pourrait bouger un petit peu les frontières de ce truc-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors en effet, c'est toujours très difficile de répondre à cette question puisque c'est tellement large et c'est un problème systémique. En fait, c'est absolument gigantesque. Mais si je dois donner un petit peu des grandes familles de causes qui n'expliqueront pas tout et le niveau de granularité est beaucoup plus fin. Et tu l'as dit, je ne suis pas une sociologue. En l'occurrence, il y a quand même des causes racines assez fortes. Ça commence sans surprise très tôt dès la petite enfance, l'éducation lors de la petite enfance. Euh, Tout le monde connaît un petit peu ce sujet, mais oui, en fait, quand tu es une petite fille, on te propose plus de jeux autour des services, par exemple, donc des petits jeux de caissière, de marchande, des choses comme ça. Il y a des petits garçons, des jeux de logique, des jeux de construction. Voilà, donc en fait, mine de rien, ça a un premier impact sur l'image que tu te fais de ce que tu vas réaliser plus tard. Et aussi dans les images que tu as, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme de rôle modèle parce que je trouve qu'il est trop galvaudé, mais à la fois, il est très réel et les modèles sont importants. Moi, quand j'étais petite fille, le modèle que j'avais de la réussite un homme d'affaires, d'ailleurs, je le dis, tu vois, une personne qui est chef d'entreprise, c'était un homme, en l'occurrence mon père, en costume, qui partait tous les matins bosser, tu vois. Et ça, Et, ça commence à ce moment-là. Et j'imagine que quand tu as grandi un petit peu, tu as eu le plaisir de découvrir Le Diable s'habille en Prada, qui est une image magnifique hein, d'une femme patronne, Ouais, mais entre autres choses. alors, entre autres choses, alors le sujet, c'est que, et donc tu anticipes le deuxième point de drive de pourquoi en fait pas assez de femmes à haut niveau. Ben, c'est les rôles modèles plus tard, en effet, et notamment pendant les éducations, les études supérieures, les professeurs que tu peux avoir, les exemples qui te sont donnés, et ben très largement dans les métiers surtout enfin tech ou sur lesquels qui paraissent pas des métiers féminins, ben voilà, c'est sans surprise, les images sont des hommes. Donc ça, c'est un petit peu les rôles de l'éducation à un certain moment, mais c'est pas tout. Déjà, il y a, je pense que plein de touchpoints qu'on n'évoque pas, mais voilà, c'est hyper nombreux et ça dépend aussi de ton histoire personnelle et ta capacité justement à te représenter dans un milieu ou un autre. Mais ensuite, je pense que si on a le rôle de l'éducation, un gros rôle aujourd'hui, moi je pense quand même des recruteurs et de ce qu'ils veulent bien en fait faire. On pourra en reparler si tu veux, notamment de ces sujets de quotas, ces sujets d'objectifs qu'on se fixe sur des recrutements féminins. Mais si aujourd'hui on a eu cette discussion il y a pas longtemps avec une ex une ex de chez Mazars qui en fait a mené une étude parce qu'elle était passionnée du sujet sur si on veut recruter, avoir 50% de femmes associées dans le cabinet, comment on fait en fait. Et il fallait avoir 85% de pipe féminin. Donc tu imagines bien que les recruteurs, s'ils veulent recruter plus de femmes, il faut faire un extra effort qui est absolument gigantesque et qui est très difficile à faire. Enfin moi je suis pas là pour jeter des pierres, mais plutôt pour dire parce qu'en fait ce que tu veux in fine c'est recruter la bonne personne, le bon talent, celle qui va faire décoller ton business. Mais il se trouve que si tu veux quand même diversifier et en l'occurrence féminiser ton comex, tu vas être obligé à un moment donné de t'appliquer un correctif et tu vas devoir avoir un rôle et effacer certains biais que tu n'imagines même pas volontaires, mais qui malheureusement sont trop ancrés. Quand tu es un chasseur sur LinkedIn, je n'ai plus le chiffre en tête, mais tu as genre 12% de chance de moins de cliquer sur un profil si c'est un profil féminin qu'un profil masculin dans tes recherches. T'imagines? Mais Donc voilà, donc ça c'est une deuxième cause. ouais. Et je pense que bah après évidemment tu as le troisième sujet dont on pourra reparler aussi, mais qui est la parentalité et l'organisation de la parentalité dans la vie en général.
qui franchement a un gros impact et pèse très 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 lourd dans l'accès des femmes à des postes à haut niveau. Donc, vue d'avion, une partie des causes, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sources qui permettraient d'aller plus loin sur ces causes et d'en voir d'autres, mais il y a effectivement une question de représentativité, que quand on grandit avec des rôles modèles qui sont absents, c'est peut-être moins facile de se projeter dans je pourrais faire ça peut-être, ou peut-être même qu'on peut se projeter dans l'autre sens, de se dire en fait je peux pas du coup, vu qu'apparemment il y a personne qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est autour de biais inconscients, de tout ce que crée ce système-là aussi, qui fait que on a peut-être des informations, et là voilà, je mets ma casquette de psychologue, parce que oui, c'est complètement comme ça que ça se passe, des informations qui ne vont pas jusqu'à notre cerveau, mais qui pour autant dictent nos actions. C'est ce qu'on appelle les biais inconscients, c'est ça. Vous allez jamais vous dire ah bah tiens, pour ce poste, Julie, elle va être plus nulle que Arthur. Par contre, vous allez vous dire quelque chose du genre j'ai un meilleur feeling avec Arthur. Je saurais pas te dire, mais il a l'air plus. Je saurais pas te dire. Quand on commence à rentrer dans les je saurais pas te dire, c'est probablement l'inconscient qui pilote, et l'inconscient, c'est pas fou, quoi. Ouais, et puis tu as aussi, en plus, pour ajouter à ce que tu dis, tu as un espèce d'effet un peu cercle vicieux, mais qui est complètement naturel et légitime. C'est que, en tant que personne, tu t'identifies et tu t'entends, tu t'identifies et tu es capable de travailler au quotidien, globalement, avec des personnes qui te ressemblent. Donc, donc le monde des DRH, du recrutement, c'est beaucoup de femmes, on va pas se le cacher. Mais les fondeurs et les managers, la plupart sont des hommes. Donc, ils vont être de fait, sans même s'en rendre compte, comme tu dis, il y a absolument pas. Moi, j'ai jamais vu une personne, aujourd'hui, j'ai pas rencontré une personne de mauvaise volonté encore dans cet écosystème, hein. Mais, naturellement, tu vas te rapprocher et tu vas vouloir travailler avec des personnes qui te ressemblent. Et le genre est un vrai sujet, en fait, aussi. Ouais, tout à fait. Peut-être que je partage naturellement plus de choses avec Arthur qu'avec Julie, et que du coup, de manière totalement erronée, je vais imaginer que Arthur est plus compétent que Julie, alors que c'est pas le sujet. C'est juste une question de proximité, de genre notamment. Inconscient, ouais. Inconscient. Et le troisième, effectivement, la question de la parentalité, sur laquelle on reviendra peut-être. Et tout ça, ça crée donc cet énorme écart, particulièrement élevé dans les milieux de la tech, de répartition de genre aux positions de top management. Je vais poser la question, parce que c'est important qu'on le prenne dans les deux sens. Ne me jetez pas des pierres sur cette question, je fais mon travail d'intervieweur. Pourquoi des startups, qui sont donc des entreprises à but lucratif, devraient s'intéresser au fait de viser un 50-50 ou un pseudo 50-50, entre guillemets, au-delà du fait que c'est une question sociétale, qui est donc une question de société civile. Pourquoi est-ce que c'est important pour les startups ? Je fais évidemment une question c'est pas provoque, mais hors sol, quoi, naïve un peu. Comment ? C'est une question gros sabot. Non, c'est une question un peu débile, mais que je préfère poser version bateau, pour le coup. C'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question, et pour être tout à fait honnête, en fait, c'est pas du tout absurde, parce que c'est une question qui se pose encore. Donc, par exemple, moi, je fais pas un métier d'évangélisation, donc je vais pas travailler avec des personnes qui font pas appel à moi, par exemple, parce qu'elles sont convaincues de ce sujet. Mais en effet, tu es obligé de savoir répondre à cette question et d'expliquer pourquoi, parce que c'est aussi une cause racine. Tu as plusieurs choses déjà. Donc, tu as un gros sujet de performance. Et je pense que c'est malheureusement et heureusement aussi le plus gros argument clé. Un environnement qui n'est pas divers, qui n'est pas diversifié, et donc pas mix notamment, n'est pas performant, n'est pas aussi performant en tout cas. Parce que justement, on a eu ce point la semaine dernière, j'étais avec Sarah Benalel sur un événement de la mission French Tech, et une jeune femme en RH nous disait, moi, mon cofondeur, il me dit souvent, oui, de toute façon, on n'a pas de femmes, et pourtant, on explose tous nos concurrents. Alors que donc c'est cool le sujet des femmes, mais en fait, il faut d'abord recruter des brutes, quoi. Ok, fine. Sauf que peut-être que tu serais encore plus une brute et que tu aurais encore plus de performance si tu avais de la mixité. Et le sujet se discute plus, puisqu'en fait, on a eu aujourd'hui des études assez nombreuses sur ce sujet et assez claires et enfin assez indiscutables sur le fait que tu as jusqu'à 63% de performance supplémentaire lorsque tu as un environnement mix et diversifié. Donc la performance, je pense que tous les business, de façon très pragmatique, ont envie de réussir, et tu as qu'à le considérer comme un avantage concurrentiel
comme une technique de productivité ou recruter en fait de façon diversifiée, ça t'apporte plus de performance. Donc ça, c'est le premier point. Assez important. Je fais une petite incise là-dessus. Effectivement, j'étais un tout petit peu roublard parce que je connaissais une partie de la réponse. Ouais. Et je vous renvoie à l'excellent épisode qui a été enregistré par Pauline Bergeret sur le sujet diversité et inclusion. Ça doit être épisode 10, 11, 12, quelque chose comme ça du podcast du Human Factor, dans lequel on rentre en détail sur le sujet diversité et inclusion et notamment la question de la performance, qui est une non-question. Enfin, les études sont formelles, il n'y a pas de débat là-dessus, effectivement. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ajoute à mon propre point, mais sur aujourd'hui, la volonté, notamment des fonds d'investissement, d'abonder sur des startups et des scale-up qui sont diversifiés. C'est-à-dire que beaucoup de fonds regardent aujourd'hui les COMEX, les instances de direction, et s'il n'y a pas de femmes dans les instances de direction, décident de ne pas abonder et de ne pas allouer de fonds à ces sociétés. Donc, en fait, au-delà de ça, au-delà de la performance, il y a aussi demain, comment tu es considéré sur le marché. Et même, je vais au-delà de ça, il y a même des sociétés, donc c'est rigolo, qui se sont vues refuser aujourd'hui des appels d'offres, notamment beaucoup avec des sociétés qui travaillent avec les États-Unis, qui sont beaucoup plus conscients de ces sujets que nous, parce qu'ils n'avaient pas des environnements diversifiés. Ils n'avaient pas d'instance de direction diversifiée, donc en fait, ils ne faisaient même plus partie de l'appel d'offres. C'était fact, tu es hors du jeu, hors du game. Donc ça, c'est pour le sujet de la performance. Et puis, je pense que... Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer, c'est que c'est quand même un mouvement de société assez fort. Et quand je dis mouvement de société assez fort, c'est-à-dire que oui, on en parle beaucoup et pour des bonnes raisons. Et parce que, tu sais, je répète souvent que aujourd'hui, si on veut atteindre la parité à ce rythme-là, avec les efforts qu'on fait, parce que des efforts sont faits, on atteint la parité en 2055. Moi, en 2055, je suis vieille. Moi aussi, je pense, a priori. J'ai pas vérifié, mais a priori, ouais. Voilà, donc a priori, si tout se passe bien, je suis vieille et j'ai plus de 60 balais. Et moi, j'ai envie, en tant que femme professionnelle, entrepreneur, de bénéficier des effets de la parité aujourd'hui, en fait. Donc, c'est un mouvement de société fort qu'on ne peut pas ignorer. On peut poser en fait tous les arguments et mettre en avant tous les arguments. Le premier argument, c'est qu'on a 50% d'individus qui sont des hommes, 50% des individus qui sont des femmes, ou à peu près. Ce qu'on veut, c'est de la diversité. On veut en profiter maintenant. Et comme le sujet est sur la table, on ne peut pas l'ignorer. Tu m'autorises à rajouter des petites choses pour celles et ceux qui nous écoutent je vais endosser c'est terrible, pardonnez mon français, ma plus belle casquette de connard. C'est pas bien ce que je suis en train de dire, mais je fais une toute petite aparté que je vais réutiliser au moment où on va parler du comment, de qu'est-ce qu'on peut faire. J'adore, ça c'est sûrement mon côté psychologue, j'adore les systèmes et les solutions qui surfent sur la nature humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus moyen. Parce que la nature humaine, c'est pas incroyable. Il y a des raccourcis, les biens inconscients, il y a des choses qui sont fantastiques, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus moyens. Et un bon système, c'est un système qui fonctionne avec les gens qui sont des parangons de vertu et avec les gens qui sont des roublards qui essayent de feinter le système autant que possible. Et du coup, effectivement, il y a évidemment de manière clignotante une notion de morale, de progrès de la société qui porte la question de la féminisation des instances de direction, etc. Et COMEX, board. Mais même pour les personnes qui, quelque part, n'en ont rien à secouer de ça, il y a toute une série de choses qui font partie du jeu. Oui, comme on l'a parlé de la performance, on va pas y revenir, mais c'est un non-sujet. Regardez sur les études. Tu l'as dit, et je vais insister lourdement là-dessus, vu que c'est une tendance sociétale de fond, enfin, thank God, qu'on avance encore un cran là-dessus, être en décalage de la société, ça va vous coûter extrêmement cher. Ce que ça veut dire de manière très concrète, tu as parlé de certains fonds d'investissement, certains appels d'offres qui vont juste vous refuser parce que vous ne faites pas partie du jeu. Il y a un effet qui est complémentaire à celui-là, qui est frappant, c'est les difficultés que vous allez avoir à recruter. Notamment les profils juniors. La génération qui arrive est beaucoup plus sensibilisée à ces questions et à la RSE en général, à l'environnement. Si vous êtes à orthogonal avec tout ça, ils vont pas venir chez vous, tout simplement. Vous pouvez les payer autant que vous voulez, ils viendront pas, quoi.
Ouais, et j'ajoute même que sur les jeunes populations, par exemple sur les jeunes femmes, les questions sont plus du tout les mêmes que pour nous, la population que j'adresse aujourd'hui, sont plutôt des femmes entre 30, 35 ans jusqu'à 40, 45. Le cœur de métier, en tout cas, de ce que je fais. Et elles sont beaucoup plus, enfin, moi, j'adresse, quand je parle à des nanas de 35, elles ont un sujet qui est le syndrome de l'imposteur, par exemple, pareil, qu'on en entend parler 50 000 fois, mais tu vois, c'était le sujet. Les jeunes femmes qui ont 23 ans, qui sont les pépites et les leaders de demain, le syndrome de l'imposteur, Non. jamais entendu parler, elles en ont rien à faire, elles sont déjà dans une toute autre position, je suis hyper d'accord avec toi, et tellement éduquées sur ces sujets, que si aujourd'hui tu ne veux pas te priver de ces ressources-là, justement, tu es bien obligé de te dire que, que ce sujet est sur la table et que ça doit être un non-sujet, quoi. Et t'as une dernière partie, là je mets ma casquette de coach, j'enchaîne les casquettes aujourd'hui. T'as enlevé ta casquette de connard. J'ai enlevé ma casquette de connard, j'ai enlevé ma casquette de psy, je mets ma casquette de coach. Et là, je parle à l'égoïsme des founders, mais au sens propre, c'est-à-dire le fait de penser à soi quand on est founder. Donc, bon, si vous ne le savez pas, une partie de ce que je fais de mes semaines, c'est rencontrer des C-level, des founders de startups pour les coacher, hein, donc pour les accompagner. Et ça a une dimension qui est évidemment assez émotionnelle, assez intime. Donc, je vais évidemment pas citer qui que ce soit, mais quelque chose que je revois beaucoup, malheureusement, c'est des personnes plutôt bien intentionnées, ou voire même très bien intentionnées, qui à un moment donné de la boîte se retournent sur la boîte et se rendent compte que la boîte est horrible. Que c'est une boîte dans laquelle les gens partent en burn-out, dans laquelle il y a eu du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des choses comme ça. Et je sais qu'on adorerait penser que ces gens-là sont voilà, des égoïstes qui pensent qu'à eux. C'est pas ça qui se passe. Quand on les reçoit en coaching, ils s'effondrent. Ils se rendent compte et ils se disent mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas vu. Et la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'hypercroissance, ça n'a rien de naturel, c'est le jeu des startups, donc ça, il n'y a pas de débat. Mais par contre, c'est très, très, très difficile, et que tout ce que vous ne mettez pas comme priorité 1 va devenir la variable d'ajustement du reste. Donc si vous n'avez pas une intention précise de faire quelque chose pour que tout le monde se sente bien dans votre boîte, pour éviter de partir en burn-out, pour éviter de se faire harceler, ça va arriver. Et c'est pas parce que vous êtes méchant, que vous avez recruté des gens méchants, c'est parce que l'hypercroissance est un mouvement qui est assez bourrin. Donc, même si vous voulez juste dormir sur vos deux oreilles en tant que founder et pas vous relever un matin en vous disant mais qu'est-ce que c'est que cette boîte horrible que j'ai créée alors que je voulais créer une belle aventure humaine, faites attention au sujet humain, et la féminisation et la parité dans votre boîte, la diversité et l'inclusion et la féminisation du top management en fait partie, à mon sens. Ouais, et la parentalité dont on parlait tout à l'heure. Et la parentalité, ouais. La start-up, tu sais qu'il y a 50% des nanas qui rejoignent l'écosystème qui, à 35 ans, se barrent de cet écosystème. Mais en fait, c'est normal. Je veux dire, c'est un environnement. Enfin, en fait, c'est anormal, justement. C'est un environnement assez anormal. Ça provoque beaucoup de souffrance. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en fait les pratiques des startups et des scale-up, elles sont souvent très empruntées à des corpos qui ont d'autres défauts, qui sont pour plein de sujets sont pas non plus parfaits, mais qui ont le mérite d'avoir pensé ces sujets déjà depuis un moment, à plusieurs niveaux, et d'organiser par exemple la parentalité au sein de leur entreprise, ce que ne font pas du tout les plus petites sociétés, puisque c'est pas un sujet prio. Et qui font de ces environnements, je pense, des environnements qui participent à en faire des environnements de souffrance. Et pourtant, j'adore cet écosystème, j'en fais partie. Et je pense que c'est dommage de le laisser dériver vers plus de souffrance. Autant l'améliorer. Nous, la raison d'être de Yaniro, c'est de conjuguer la croissance économique avec l'épanouissement de toutes les personnes dans la boîte. Hein. Donc, et on sait que c'est possible et que quand c'est bien fait, les deux vont ensemble. Voilà. 23 minutes de podcast. Maintenant, on passe au comment. Parce que on va, je sais, vous nous écoutez, vous piaffez, vous voulez des solutions, des pistes actionnables. On va y aller. Sur les sujets de société comme celui-là, il y a deux mauvaise manière de réagir, au sens où ça change pas grand chose. La première, c'est l'approche un peu conservatrice de dire bon bah c'est comme ça, de toute façon la société est comme ça, que peut-on y faire, la nature humaine, boys will be boys, tout ça. Donc ça c'est nul, ça sert à rien et on va pas faire ça. L'autre approche qui est un idéalisme déconnecté de la réalité, ça fait pas beaucoup plus avancer le public, qui serait l'équivalent de dire non mais la société elle est pourrie, ça devrait pas être comme ça. Ok, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on va rentrer dans qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'aimerais, si tu le veux bien, Alexia, que dans un premier temps, parce que c'est d'une simplicité que je trouve fantastique, que tu parles de juste, c'est quoi le parti pris de Female Agency pour féminiser les sphères de top management, par quel bout on le prend, et
indice chez vous, il me semble que c'est assez peu connecté à la notion des quotas. Ouais, alors, tu as 2 choses sur la façon dont peut-être d'abord sur la façon dont nous on procède, et la façon dont on travaille parce que, heu, l'idée c'est comment, on nous a souvent le mot le plus le très enfin qui a été évoqué et très rapidement écarté au début, de notre aventure, ça a été, discrimination positive. Et en fait, ça a été très vite un non-sujet. Nous, et on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement, l'idée c'est comment tu recrutes les meilleurs talents, les brutes, les plus fortes, les plus forts en fait, et fact, ce seront des femmes. Donc nous, la façon dont on travaille, c'est que quand on commence avec un partenaire, on lui dit bah voilà, toi tu as un pipe hyper varié, j'espère, mais plutôt a priori masculin. Nous, notre métier, c'est de te montrer, de mettre des petites lunettes de correction et de te montrer que le pipe peut être très très féminin. Et comment on a un pipe très féminin? Ben, parce qu'en fait, on décide de ne regarder que des profils féminins. Donc nous, on peut le faire parce qu'en fait, on n'est pas la société qui recrute. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de lancer, par exemple, une chasse de tête en disant je recrute exclusivement une femme. Mais tu peux faire ou appel à des personnes ou à des techniques qui te permettent de mettre en avant ces profils que tu ne regarderais pas naturellement et qui pourtant seront potentiellement le meilleur profil pour faire réussir ta boîte. Donc ça, c'est un sujet. Et nous, ce qui nous permet d'avoir, je pense aussi les meilleurs talents, on pourra en parler, mais c'est notre approche assez particulière. On est agent et ça va aussi avec agent de talent. Donc, on accompagne les femmes dans la réussite de leur projet. Et je pense que du coup, ça va de pair avec ce mouvement de société et ce qu'on a évoqué précédemment. Sur le point des quotas, donc c'est lié à ce qu'on dit, c'est que, et ce que je disais précédemment aussi sur le fait d'avoir un pipe féminin, si tu as un pipe féminin à 85%, bah évidemment, tu vas peut-être arriver à 50% de candidates qui vont être quali et que tu vas pouvoir recruter. Aujourd'hui, on en rigolait, on disait hashtag Christine Lagarde il y a quelques temps, mais je suis très alignée avec ce sujet. Un quota, ça fonctionne. C'est juste pas, enfin, on peut pas le remettre en question. Tu prends le cas de la loi Copé-Zimmermann pour les instances de gouvernance. Il y a 10 ans, en fait, il manquait cruellement de femmes au sein des instances de gouvernance. Et on a insufflé, il y a eu une impulsion législative avec la loi Copé-Zimmermann qui a imposé d'avoir 40% minimum de femmes au sein des boards. Et aujourd'hui, 10 ans après, le constat, c'est que la France, pardon, pas la femme. Voilà, c'est la France qui est une femme. La fille est complètement dans son délire féministe. La France est un très bon élève sur la féminisation des instances de gouvernance. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Mais et je parlais, donc nous, on a par exemple avec Sarah, mon associée, on a suivi une formation pour devenir administratrice, enfin pas pour devenir, tu ne deviens pas administratrice, mais pour professionnaliser cette démarche d'administratrice il n'y a pas longtemps. Et on rencontrait une des pionnières fondeurs de la tech qui nous disait être arrivée justement au tout début de ce mouvement législatif Copé-Zimmermann au sein des instances de gouvernance et que toutes les femmes qui avaient rejoint des boards à cette époque-là, elle avait vu que des femmes brillantes. Donc il y avait des quotas, mais que ça avait juste permis de regarder une autre population et pas simplement de mettre des espèces de nanas qui n'étaient pas qualifiées à des rôles d'hommes qui étaient eux très qualifiés. Non, pas du tout. En fait, ça avait simplement permis de regarder un petit peu mieux et à d'autres endroits les profils qui pouvaient réussir aussi le job. Et donc c'est un petit peu la même chose pour ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire que si on fait pas appel à des aides, à des acteurs ou à des objectifs très clairs en termes de féminisation de ces équipes de direction, on n'y arrivera pas. Donc un gros conseil qu'on a donné il y a pas longtemps, notamment en masterclass à tous les acteurs de la French Tech, c'est mettez-vous des objectifs, fixez-vous des objectifs en fait. Ça paraît idiot, mais si vous vous dites pas je veux tant de femmes, les équipes de talent acquisition, si c'est pas un objectif qui les motive personnellement, ne vont pas faire l'effort de regarder ces profils-là. Et pourtant ils existent. Donc je pense que oui,
les quotas et les objectifs. Enfin, en tout cas, c'est pas que je pense, c'est que c'est fact, ça fonctionne, et que la question, c'est comment on peut se l'appliquer à soi-même dans son entreprise, quoi. Et alors, bon, je l'ai dit, hein, moi j'adore cette approche parce que quand on parle avec des détracteurs ou détractrices de l'approche des quotas, c'est toujours une manière de voir les choses qui est très caricaturale. En gros, la crainte légitime, si je puis me permettre, ça serait de dire bon bah on favorise les femmes parce que ça a été décidé par cette approche des quotas donc on va prendre quelqu'un de moins bien juste parce que c'est une femme. Ça, évidemment, si ça arrive ou si c'était ça la résultante, on pourrait largement être contre cette approche-là. Ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus et on voit que c'est pas ça qui se passe. C'est juste des femmes brillantes qui sont à des positions à la place d'un homme brillant. Et donc, petit à petit, on avance vers... Enfin, pas à la place d'un homme brillant, pas nécessairement d'ailleurs, mais bon. Et donc, on avance petit à petit. Retour à ce qu'on s'est dit au démarrage, et comme je vous le dis avec mon regard un peu naïf, cette approche est évidemment quelque chose qui, sur le long cours, a un impact sur les trajectoires que vont avoir des femmes qui sont actuellement jeunes ou enfants. Exactement. C'est un cercle vertueux, c'est exactement ça. C'est tout à fait le sujet, c'est un cercle vertueux. Si tu as plus de femmes, du coup, de fait, parce que au départ, tu as eu une mesure contraignante, il faut rendre naturel, de façon artificielle, une situation qui devrait être naturelle et qui permettra de rendre la situation naturelle in fine, en fait. Exactement. Et ça, tu utilises le bon mot. Des personnes vont dire ouais, mais c'est artificiel. Oui, tout à fait, ça l'est. Mais voyez ça comme une béquille. C'est artificiel jusqu'à ce que ça devienne naturel. Mais on n'arrivera pas à la version naturelle si on passe pas par ce chemin-là probablement. Et même, donc sortons, c'est là où je suis hyper fan, de l'approche des quotas. Pensez au profil que vous êtes en train de recruter. Si vous êtes en train de recruter un top profil, probablement que c'est la galère. Parce que la guerre des talents, parce que tout ce qu'on connaît déjà, le milieu de la tech, tout le monde recrute les mêmes. Bon. Vous avez un poste ouvert de, je sais pas, Chief Revenue Officer. OK. Évidemment que dans un monde où vous auriez 10 candidats hommes dans le vivier et une candidate femme et qu'on vous dirait théorie des quotas, donner le poste à la femme, il y a un truc qui va pas. Parce que statistiquement, est-ce que ça va vraiment être la meilleure? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est embêtant dans l'équation et donc probablement vous serez pas incentivé à faire ça et je peux pas tout à fait vous jeter la pierre. Et c'est là que Sarah et Alexia, c'est mortel ce qu'elles font. Ce qu'elles vont vous dire, si j'ai bien compris, c'est oui, mais on va prendre le problème un cran avant. Débrouille-toi pour que dans ton vivier, t'aies 10 mecs et 10 nanas. Et après, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que ça sera une femme, probablement. Parce qu'on les booste, on les fait bosser ensemble, etc. Ouais, parce qu'en fait, elles sont juste super fortes et moins regardées ou moins mises en avant parce qu'elles ont des vies qui font que. Enfin, il y a mille raisons, mais en effet, il y a une vraie question de vivier au départ. Et si ton vivier est plus féminisé, tu as plus de chances de recruter des femmes. Et encore une fois, il faut pas se mentir. C'est-à-dire que demain, c'est ton rôle clé. Tu recrutes un CRO. Tu as fait tous les efforts possibles et imaginables. Et il se trouve que ton talent, c'est un mec. C'est un mec. Mais trop bien, en fait. Genre, peu importe, ouais, à ce stade-là. nous, en fait, on veut que les boîtes, elles réussissent. On veut qu'elles recrutent les meilleurs, tu vois. Mais il se trouve que tu as quand même, si tu as fait l'effort, tu as aussi des grandes chances, en tout cas 50% de chances que ce soit une femme. Et si tu fais l'effort pour tout, à un moment donné, tu vas voir, ça va quand même avoir un impact sur la parité dans ta boîte. Et c'est ça que j'adore, c'est si tu prends le truc de manière anonymisée et que tu vas voir les founders, les recruteurs, les DRH, etc., et que tu leur dis, sur les postes hyper pénuriques, si je te donnais une baguette magique pour doubler ton vivier, tu serais partante ou pas? Et tout le monde me dirait, attends, ce serait incroyable, attends, t'imagines, au-delà d'aller piocher dans l'école 42, c'est comme si demain il y avait l'école 43, ça double les talents sur le marché. Et ça existe, ça s'appelle s'intéresser un petit peu aux talents féminins qui sont malheureusement un chouille invisible pour l'instant, quoi. Et après, c'est pas tout, tu vois, le rôle des recruteurs. Oui, il n'y a pas que ça. Bonne volonté, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, et notamment si tu prends les profils tech, faut pas se mentir, profil tech, même nous, on fait tous les efforts possibles et imaginables. 10% de femmes tech, dans la tech, c'est de profil technique, c'est juste insuffisant. Et du coup, tu peux pas contenter tout le monde. Il y a une boîte plus que les autres qui va capter parce que ils ont un environnement qui est beaucoup plus attractif. Mais tout le monde ne va pas pouvoir avoir un environnement, en tout cas des équipes tech très féminisées.
au vu de la pénurie de talents qu'il y a. Donc là, tu peux pas jeter la pierre et toujours utiliser cet argument non plus. Nous, on peut pas le faire. En revanche, nous, l'idée, c'est d'apporter de la valeur, en tout cas, ceux qui sont nos partenaires et nos clients. Et c'est comme ça que, en revanche, tu vas créer un cercle vertueux. C'est en donnant la possibilité à des jeunes femmes d'accéder très vite à ces plus grosses positions et en prenant le problème à la racine pour, in fine, avoir plus de femmes dans la tech. Mais ça, oui, il y a quand même un sujet. Il y a un sujet pénurique, et notamment sur certaines fonctions, comme la tech, et que tu ne peux pas ignorer. Donc l'idée, c'est que si tu veux un avantage compétitif en tant que boîte et que tu veux attirer ces talents, c'est pas simplement de regarder ces talents, parce que je pense que tous les mecs ou toutes les nanas d'ailleurs DRH, excuse-moi, de l'écosystème essayent de recruter des femmes tech et donc font tous les extra efforts et pourtant ça marche quand même pas. Et donc là, ton seul avantage, c'est d'avoir le meilleur environnement possible. Et peut-être que du coup, si tu es une boîte super sympa qui fait plein de choses en termes de parentalité et que tu as un environnement assez sain, tu as quand même plus de chances de les attirer. Bon, et peut-être aussi un produit qui est cool parce qu'il y a des enjeux techniques, il faut pas se mentir, que les techs aiment adresser. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a encore une fois une vraie part de bonne volonté, je pense, des DRH qu'il faut vraiment pas ignorer, quoi. Et ça, je vais pas. C'est juste pour renforcer ce point-là, qu'il y a un message plutôt de tendresse vis-à-vis de celles et ceux qui veulent bien faire le boulot et où des fois c'est difficile. Si on dézoome, je veux dire la manière dont je me représente les choses un peu abstraitement, la question c'est bien de travailler contre les inégalités, ou en tout cas, ou dans le cas de ce dont on est en train de se parler, de s'assurer que vous allez avoir les meilleurs talents, hein, et il s'avère qu'elles seront hommes et femmes. C'est pas de viser un 50-50 parce que potentiellement, les différences innées hommes-femmes existent de toute façon. Comment elles se manifestent de manière concrète, c'est très difficile de le savoir parce que la part sociétale est énorme à l'heure actuelle. On n'est pas femme, on le devient, c'est pareil pour les hommes. Mais on pourrait imaginer que quelque part écrit dans un grand livre qui nous est inconnu, il y a les vrais chiffres du genre les métiers techniques, il y a plutôt X% de femmes qui sont enclines à faire ça, X% d'hommes, et pareil pour n'importe quel métier. Et évidemment, ça serait se ruiner la santé que d'essayer de créer un 50-50 dans des métiers dans lesquels la nature au démarrage, ou en tout cas l'évolution naturelle, n'amène pas vraiment vers ça. Ceci étant, là, on n'est pas là. On est au stade où il y a des inégalités qui sont tellement prononcées que même des femmes qui seraient enclines à des métiers tech vont peut-être se retrouver découragées sur le chemin en se disant, de toute façon, des femmes CTO, il n'y en a pas, et puis c'est des milieux hyper masculins, et puis on cherche des ninjas du code, donc qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Donc c'est bien sur cette partie-là que les efforts peuvent faire une grosse différence. Mais ne vous flagellez pas si vous n'êtes pas à 50-50 surtout, parce que c'est probablement ingérable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexia. Ouais, le tout, je pense que c'est vraiment en fait d'avoir il faut en être conscient, il faut avoir de la bonne volonté. On peut pas, nous, d'ailleurs, l'approche, c'est toujours la même. C'est comment tu as les meilleurs candidats. Et fact, il se trouve qu'on se l'est dit, tu vois, on se l'est répété, mais fact, nous, on pense que ça peut être et que ça a de grandes chances d'être une femme. Mais tu t'es obligé de, non, encore une fois, ouais, pas de blame, pas de shame. Et je pense qu'en plus, on en parlait aussi en début de conversation. Aujourd'hui, on parle de ça, notamment nous en France ou en Europe. Si tu prends le Canada et les États-Unis, qui sont des pays beaucoup plus avancés sur ces questions de diversité en général et beaucoup plus ouvertes, le problème, et sur des nouvelles générations aussi, le problème, il est plus le même. On est à l'étape d'après. Et donc du coup, ne pas déjà se flageller sur ce qu'on fait aujourd'hui, faire juste au mieux et mettre toutes les chances de son côté, je pense, pour apporter à sa boîte de la performance, qui passe par la mixité notamment. Donc, on est dans les comment on fait ça. Étape 1, comment féminiser la French Tech. Très simplement, on féminise son pipe, ou on va chercher les pipes de femmes talentueuses. Moi, je peux le dire, Alexia, elle le dira pas par pudeur, mais à contacter Female Agency, évidemment, c'est celles qui le font le mieux à l'heure où on se parle. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, parce que là, on a quelque part remis une forme d'équilibre en amont, mais les choses peuvent, entre guillemets, se compliquer sur le chemin. On a parlé des biais inconscients. Donc, de manière très concrète, que peuvent faire les founders, les DRH, les managers, toutes les personnes du système French Tech qui vont mécaniquement avoir un impact sur le recrutement, l'onboarding et la position des hommes et des femmes qui rejoignent l'aventure? Ouais. Alors, tu as beaucoup d'éléments de réponse. Par quoi je commence?
Je réfléchis en même temps. Je pense qu'il y a... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, au-delà de ce qu'on s'est dit là, sur l'effort donc du niveau du dessus, des CEO, des DRH, en tant que fondeur, tu es quand même responsable de l'image de ta société. Ça veut pas dire que, en fait, t'es focus sur ton business, c'est ce qui compte, mais t'es quand même responsable à un moment donné d'avoir un environnement plus ou moins inclusif, plus ou moins ouvert sur, par exemple, les questions de parentalité dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ça ne peut venir qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire que si au niveau fondeur, déjà, c'est pas incarné et que t'as pas envie de faire un effort, c'est pas juste ton DRH qui peut prendre le sujet à bras le corps et se dire je vais régler le problème, quoi. Donc je pense qu'il y a déjà une sensibilité du côté du fondeur à développer et se rendre compte que en fait c'est un petit écosystème. Je pense que la réputation notamment elle va très vite. Et nous, ça nous arrive très souvent. Et quand je dis fondeur, je parle de fondeurs hommes et femmes. Hein. Je parle pas de fondeurs mâle blanc. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc de dire ça. Non, non. Il y a des fondeurs femmes qui ont aussi des images de crottes. En fait, il faut pas se mentir. Et parfois, nous, on a des candidates qui refusent d'aller passer des entretiens dans les boîtes en nous disant, ah non, pas possible, quoi. Image horrible, ils font aucun effort sur aucun des sujets. Enfin, c'est pas un environnement très très cool, quoi. Donc, j'ai pas envie d'y bosser. Au-delà d'utiliser des mots comme environnement bienveillant et tout ce que tu veux, c'est pas cool. C'est pas cool. J'ai pas envie et j'ai pas envie de me mettre en souffrance au quotidien. Enfin, on a aussi un mouvement de société qui va avec ça, qui est que les gens ne veulent plus être dans des environnements qui les font souffrir. Je pense que c'est hommes ou femmes. On essaye quand même d'être dans des environnements plus sains. On a une tendance générale, c'est pour ça que tu fais ton métier, Alexis, au bien-être, à l'équilibre professionnel et personnel. Voilà, donc je pense que ça, c'est un premier sujet. Après, les DRH, évidemment, d'un point de vue terrain, ils sont garants des actions qu'ils font pour attirer, pour recruter, pour retenir les talents. Le retenir les talents est aussi hyper important. Et après, tu as le dernier niveau qui serait plutôt les managers, où sur le terrain, si tu ne formes pas tes managers, et si eux-mêmes ne sont pas conscients des outils qu'ils peuvent utiliser ou de comment ils font, et pour aussi eux, parce que souvent ils recrutent les opérationnels, les ops, mais ils font aussi grandir en compétences. Ils sont en fait la première ligne de l'environnement qui est vécu par le salarié dans l'entreprise. Donc sur le terrain, la formation notamment est un gros sujet. Et la responsabilité des managers est élevée, et très souvent les managers c'est simplement des opérationnels qui n'ont pas du tout envie de se poser la question de ça, dans quel environnement ils font travailler, mais plutôt j'ai des objectifs à réaliser, comment je les réalise, et le reste c'est accessoire, puisqu'en fait j'ai des équipes RH qui s'occupent du bien-être dans l'entreprise. Mais non, en fait au quotidien la réalité elle est vécue parce que je travaille avec des équipes. Donc voilà, il y a un vrai sujet aussi sur le terrain de formation et ça doit se ressentir en fait à tous les niveaux. Et 100% aligné évidemment. Et deux petits mots sur founder et formation des managers. Les founders, en fait, ce qui est pas forcément simple, et je vous jette pas la pierre parce que je pense qu'Alexia non plus, parce que c'est hyper dur le job de founder, homme, femme, de toute façon c'est des métiers qui sont super compliqués. Mais par contre, la responsabilité sociétale des entreprises, ça commence dans vos chaussures à vous. Et ce que je vois, toujours pareil, parce que pas mal exposé à des founders, qui se passe souvent, encore une fois, j'ai vu très très peu de gens qui sont mal intentionnés. Par contre, j'ai vu des personnes qui ne se posent pas la question, et quand la question ne se pose pas, les réponses se trouvent indépendamment de leur volonté à elles ou eux. Et du coup, quand vous êtes dans une position de founder, si vous ne prenez pas conscience du fait que tous vos employés vous regardent et qu'ils essayent de comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'elles doivent faire en vous regardant vous, et que du coup, ce sur quoi vous prenez position a de l'importance et ce sur quoi vous ne prenez pas position va laisser un blanc, mécaniquement, vous coupez d'une partie de votre responsabilité de founder qui va vous rattraper. Moi, je vous donne un exemple, je vais être honnête, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça m'avait vraiment impressionné à l'époque.
j'avais suivi une table ronde du Galion sur le Gender Agreement et il y avait entre autres Jérémy de Welcome to the Jungle et une des politiques RH de Welcome to the Jungle qui était portée par Jérémy, qu'il avait réexpliqué haut et fort, donc Jérémy, un des founders de Welcome to the Jungle, c'était nous, on a une politique extrêmement stricte de tolérance zéro sur le sexisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une manifestation de sexisme, même un peu, même une petite blague, même machin, c'est dehors. Ça, quand on le dit haut et fort, voilà, là on prend position. Et forcément, ça va avoir un impact sur la petite partie de la société civile qui est la société privée, Welcome to the Jungle. Mais quand on parle du rôle des founders, en tout cas moi c'est ça que j'entends, c'est pas forcément de prendre position de manière militante, ça c'est encore un autre sujet, encore que si vous voulez le faire, faites-le, mais en tout cas vous assurez que ce qui se passe dans la petite société qu'est votre entreprise est représentatif de ce qui vous semble être le progrès social vers lequel on doit aller, et donc de prendre position pour ça. Et formation des managers, je vais pas aller beaucoup plus loin. Oui, les managers ont un rôle énorme dans ce qui va se passer dans votre boîte, et souvent c'est les excellents opérationnels à qui le management tombe dessus, donc formez-les, facilitez-vous la vie, quoi, et leur vie à eux. Ouais, et encore une fois, en plus, ces fondeurs, moi, je me considère comme une fondeur d'entreprise, tu vois. Ouais, tout à fait. Je me considère comme fondeur et je vais avoir d'autres sujets. Par exemple, moi, potentiellement, mon sujet, ça va être diversifié parce que tout le monde me dit, tu vas recruter que des femmes alors, je Female Agency? Je vais recruter des mecs, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que même si en tant que fondeur, évidemment, en fait, on parle de business toujours, tu vois. Ouais, ton moteur au quotidien, tu vis, tu t'endors, tu manges avec ta société en tête. Enfin, c'est ça qui t'intéresse. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a aucune personne, fondeur, fondeuse, qui veut faire un environnement dégueu de sa boîte, quoi. Genre, je pense que tout le monde a envie de faire un environnement cool, dans lequel tout le monde aime travailler, et donc et qui est performant. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Et les fondeurs sont plutôt bien intentionnés, donc. Voilà. Donc, une fois que vous avez féminisé vos pipes ou tout simplement ouvert un nouveau pipe qui s'avère être des femmes, et ça va en plus être vachement bien pour trouver des personnes extrêmement talentueuses pour les postes que vous avez ouverts, que vous avez bien validé votre responsabilité en tant que founder et que vous avez une prise de position qui se traduit en action de manière concrète et pas juste dans votre tête parce que forcément les gens vous regardent, que vous avez formé les managers et que vous avez une RH qui prend ses responsabilités, on est pas mal, j'ai l'impression, non ? Ça a l'air simple dit comme ça, mais j'ai l'impression que déjà, si toutes les entreprises de la French Tech faisaient ça, on aurait un bond en avant énorme, non ? Bah ouais, après ça paraît simple, mais... Oui, non, mais toi, vous êtes en première ligne. Moi, je suis loin, ça a l'air simple comme ça. Ouais, ça paraît simple. En fait, c'est quand même super compliqué. En fait, t'as quand même des questions encore une fois, une responsabilité de la société qui va au-delà et qui est beaucoup plus grande, et tu changes pas les choses en 5 minutes. Et d'ailleurs, si on changeait les choses en 5 minutes, on n'aurait pas créé notre boîte. et du coup, c'est OK. En effet, en revanche, tu dois avoir de la bonne volonté. Après, il y a d'autres enjeux, hein, tu vois, il y a d'autres enjeux encore que simplement les directions opérationnelles. On en avait discuté aussi, mais notamment, par exemple, sur les boards, qui vont avoir un rôle hyper important sur la retranscription dans les équipes après opérationnelles de ce sujet de la féminisation. Mais c'est pas je trouve pas ça si facile, et surtout, en fait, encore une fois, dû à ce format de société dont on parle, qui sont les startups, je trouve que ça rend le truc encore plus difficile parce que tu es dans des phases où tu dois tout faire en même temps, scaler, t'améliorer, faire de la qualité, recruter. Enfin, t'as 6000 sujets. Donc, je comprends que parfois, ce soit un sujet qui soit considéré comme pas prio, mais il faut que ce le soit pour vous, en fait. Donc, c'est un petit peu le message. Ouais, et effectivement, tu as raison, c'est très probablement pas facile, mais par contre, c'est simple au sens où c'est pas éparpillé. Il y a des choses précises sur lesquelles on peut se concentrer. Qui ne sont pas une multitude, qui auront déjà un gros impact une fois que vous l'avez craqué. Et effectivement,
on va le dire comme ça, si vous n'avez pas la tête à penser à ça et que vous vous dites non mais j'ai déjà tellement de trucs dans la tête que je vois pas comment je vais me concentrer sur ça, prenez-le dans l'autre sens. Dites-vous, est-ce que vous aimeriez aller 2 fois plus vite ou avoir 2 fois plus de chances de recruter des gens talentueux aux postes les plus importants. Point. Et il s'avère que c'est le pari que fait Alexia et dans lequel je suis assez d'accord, il y a des bonnes chances que ce soit des femmes. Ouais. Écoute, je pense que c'est un mot de la fin, une conclusion qui est pas mal. Si tu le veux bien, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'engager la discussion avec toi. C'est quoi la meilleure manière de faire cela? Ouais, alors LinkedIn, comme tout bon recruteur. Je suis très open pour laisser mon mail aussi si besoin, mais tu pourras le partager. Mais globalement, LinkedIn, c'est quand même l'accès le plus simple et très open pour, en fait, pour tout sujet, c'est-à-dire pour discuter de t'es un talent, donc nous, je le dis, mais nous, en fait, pour avoir plus de pipe féminin, bah, nous aussi, on fait un extra effort et nous aussi, on voit pas tout le monde. Donc, c'est hyper important que les personnes s'adressent à nous et nous disent aussi, ben, moi, je suis touchée par ce que tu racontes. Enfin, ça me parle. Et je suis un talent féminin, je suis brillante. Comment tu m'aides, quoi. Donc, nous, on est, que ce soit côté talent, que ce soit côté boîte, un DRH qui voudrait des conseils pratiques et notamment des conseils pratiques d'autres clients avec lesquels on travaille, un CEO qui voudrait en parler et se décomplexer aussi un peu sur le sujet parce qu'il y a un gros sujet de complexe de parler de ces sujets de féminisation parce que t'es pas une femme et que t'as pas la légitimité et que du coup tu te dis j'ai pas le droit. Bah si, t'as le droit, il y a pas de souci, vas-y, prends la parole. C'est super important, c'est ce qu'on se disait Alexis, mais les fondeurs, ils ont aussi une mère, une sœur, une compagne probablement, et voilà. Donc le sujet, c'est un sujet que tout le monde peut adresser. Donc moi, je suis très avec Sarah, toutes les deux, on est très ouvertes, que ce soit en perso ou via Female Agency pour discuter de ces sujets-là. Donc contactez-nous, parlez-nous. On est open pour parler, quoi. On met tout ça dans les notes de bas d'épisode pour que vous puissiez le retrouver facilement. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, un article que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, écoute, moi, il y a un truc qui récemment m'a été partagé par un talent et qui m'a pas mal éclairé. Je te partagerai, je pense que je t'ai partagé déjà d'ailleurs le lien de cet article du Harvard Business Review et qui parle, donc c'est un article qui évoque l'importance de donner des exemples et d'incarner pour se mettre à la place en fait de quelqu'un. Enfin, je m'explique. Aujourd'hui, si tu veux justement évangéliser sur ce sujet de la féminisation de l'écosystème, des écosystèmes en général, la diversification professionnelle et voilà, t'es obligé de donner l'exemple de quelqu'un et de l'incarner par une personne qui va prendre la parole sur ce sujet. On a fait récemment une masterclass chez Conto où j'ai invité une personne que j'aime beaucoup qui est la Chief of Staff de Criteo et elle a un parcours particulier, voilà, elle a sa carrière de Chief of Staff de ces dernières années chez Criteo, elle est aussi maman, elle a une vie perso, enfin voilà. Et le fait qu'elle parle et prenne la parole, je pense qu'à la fin de la conférence, de la masterclass, hommes ou femmes, tous étaient convaincus et embarqués parce que l'exemple, tu peux, il y a l'empathie qui se crée. C'est vraiment l'importance de l'empathie quand tu vas entendre parler quelqu'un et du coup quand tu vas aller raconter l'histoire aussi et que tu vas toi-même être dans cette évangélisation, aller raconter l'histoire à un copain, à un collègue, à la famille, tu vas avoir un exemple concret que tu vas pouvoir donner et dire tu vois, il y a cette personne qui s'appelle Marthe qui a pris la parole durant cette masterclass et elle a un parcours ultra particulier, il lui est arrivé ça et ça et ça. Il faut créer l'empathie et donner des exemples nombreux que souvent je me dis que je fais pas assez, mais enfin l'exemple est important pour convaincre. Voilà. Et moi, et donc cet article est très bien écrit mieux que ce que je viens de le raconter en tout cas. Il n'y a pas de souci, il est là pour ça. Il sera lui aussi dans les notes de bas d'épisode. Mais du coup, très cool. Ça m'a éclairé et c'est justement, tu vois, l'importance
Nous, mon exemple, ça a été la personne avec laquelle j'ai travaillé. Enfin, mon plus grand exemple, et parce que je baigne dedans, c'est les talents que j'accompagne en général, tu vois. Les talents qu'on accompagne, nous, évidemment, on est encore plus convaincus de ces sujets parce qu'on les vit au quotidien et que quand tu es très éloigné de ce sujet, on parlait tout à l'heure des fondeurs, ou tu vois, dont la réalité est peut-être très différente. Ouais, c'est normal si t'as pas d'exemple et que tu vis pas la situation. Donc, embarquer les gens, quoi. Donner des exemples. C'est bien noté. Et enfin, tu connais notre tradition de passage de micro dans ce podcast. Tu en es toi-même issu. Et on essayait de réfléchir si c'est Sarah qui nous a mis en relation. C'est possible. Hein. Ça ressemblerait à Sarah de Conto. Donc, si c'est le cas, Sarah, je te remercie beaucoup. C'est mon acolyte sur les sujets. On en a parlé. Mais c'est vraiment, on a une vision très vraiment commune, je pense, de la façon dont on adresse ce sujet. Et donc, c'est bien possible. Donc, dans le doute, si c'est Sarah Benalel, je te remercie beaucoup, Sarah. Et donc, toi, à qui est-ce que tu passes le micro ? T'es à ma place, tu invites qui ? Ouais, et moi, j'aimerais inviter Manon Saletas, qui est la DRH de Bodyguard, une boîte de cyber qui lutte contre le cyberbullying. Donc déjà, je trouve que la boîte est ouf et le sujet est top. Ils ont une culture... C'est une petite boîte, mais ce que je trouve très fort, c'est qu'ils ont une culture de boîte que je trouve déjà très forte. Alors que beaucoup de boîtes arrivent à 80-100 personnes et se cherchent encore et n'ont pas d'identité. Et je pense que c'est très lié aussi aux personnes qui l'incarnent, dont Manon, que ce soit founder, general manager, voilà. Mais Manon, évidemment, est le réceptacle de ça en tant que DRH. Et donc, Manon Saletas, DRH de Bodyguard, qui est aussi notre partenaire, notre client, chez qui on a recruté 2 femmes brillantes, CFO et Head of Product, et qui est franchement véritablement concernée par le sujet de la féminisation de l'écosystème et qui en général, je trouve, fait son métier avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'authenticité. Voilà, ce qui est important. Écoute Manon, on se connaît déjà parce qu'il s'avère que nous formons des managers de chez Bodyguard dans la formation donc de Yaniro. Et je serais ravi de te proposer de passer côté micro cette fois-ci sur les bons conseils d'Alexia. Ne t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Je pense que ça va être génial. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais j'ai très très hâte parce que ça sera. C'est vrai que Bodyguard est une boîte mortelle et que Manon est formidable aussi. Donc je suis ravi qu'on puisse faire un épisode ensemble. Si tu es d'accord, évidemment. Tu as un sujet avec Manon, c'est que Bodyguard, c'est une boîte qui est based à Nice. Et ils ont quand même un vrai sujet sur eux, ils attirent des talents qui sont donc ils ont plusieurs bureaux et tu peux aussi être à Paris et à Marseille, mais ils sont quand même à Nice et ils ont des personnes absolument incroyables qui sont basées à Nice. Et donc il y a quand même un gros sujet autour de ces politiques aujourd'hui. Je trouve que c'est très controversé et pas du tout clair, ces sujets de remote policy. Est-ce que tu es full remote? Est-ce que tu es hybride? Quel impact ça a sur la culture de ton entreprise? Je crois que tu avais quand même déjà parlé du sujet. Ouais, mais ça fait partie des sujets sur lesquels le faire sur plusieurs angles n'est pas idiot. Hein. Ouais, je trouve que vraiment, tu vois, les boîtes sont un petit peu perdues sur je suis du coup en hybride, je vais perdre de ma culture, ou alors au contraire, il faut absolument que ce soit incarné sur place. Il y a un vrai sujet de culture / bien-être pro-perso. Comment tu peux combiner ça? Pas mal. Eh écoute, Manon, Alexia laisse... Hein ouais, en plus à fond. Alexia laisse le casque, le micro. Tu n'as qu'à les prendre. Tu es la bienvenue. Alexia, c'était un plaisir. Déjà, en ce qui me concerne, de passer la matinée à tes côtés. J'ai adoré donc pouvoir aborder toutes ces questions avec toi, t'entendre et puis pouvoir le partager au plus grand nombre. Et puis voilà. Moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite, je l'espère. On te remercie encore pour ton temps et puis à souhaiter une belle route à Female Agency qu'on a, j'imagine bien, pas fini d'entendre. Merci beaucoup Alexis, merci à toi de m'avoir reçu au micro ce matin de Yaniro. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi